Les frérots, je vais être honnête avec vous, ce genre de match, tu ne peux pas le comprendre si tu ne le vis pas de l'intérieur. Et ce soir, depuis le stade, juste après le coup de sifflet final, j'ai vraiment compris pourquoi cette affiche porte ce surnom si particulier, pourquoi on parle de la belle famille. Parce que oui, il y avait une rivalité, une vraie, sportive, identitaire, historique, mais jamais malsaine. Du chambrage camerounais, du répondant ivoirien, des tribunes mélangées, des sourires, des pics, des chants, et toujours ce respect qui fait que ce match-là, précisément ce match-là, représente parfaitement l'âme de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais maintenant, on va laisser l'ambiance de côté. Le vlog arrive demain, vous verrez tout ça en images. Là, on va se concentrer sur le terrain, sur ce qui s'est vraiment joué. Parce que sportivement, ce match a raconté beaucoup plus de choses qu'un simple score. Et d'abord, il faut le dire clairement, le Cameroun continue de surprendre, encore, toujours. C'est une équipe qu'on croit pouvoir enterrer trop vite, une équipe qu'on pense fragile, instable, parfois mal structurée, et qui pourtant refuse systématiquement de mourir dans les grands rendez-vous. Sur le papier, soyons clairs, il n'était pas favori. En face, il y avait la Côte d'Ivoire, championne en titre, avec davantage de certitude, plus de qualité individuelle, plus de maîtrise collective sur les derniers mois. Tout semblait aligné pour une domination ivoirienne logique. Et pourtant, malgré ça, le Cameroun a tenu. Malgré ça, le Cameroun a résisté. Malgré ça, le Cameroun s'est même créé de vraies situations, notamment en première période. Et puis, il y a ce moment clé, le but ivoirien. À cet instant précis, je vous dis la vérité. Je me suis dit que c'était fini, que ça allait s'ouvrir, que ce verrou camerounais, si compact jusque-là, allait enfin sauter. Parce que c'était exactement ce qui manquait à la Côte d'Ivoire depuis le début du match. Ce petit déclic pour dérouler, pour accélérer, pour exploiter les espaces. Et pourtant, l'égalisation arrive contre le cours émotionnel du match, contre les attentes. Et là, tout bascule. Côté ivoirien, justement, impossible de ne pas parler de Amad Diallo. Franchement, respect. Vraiment. Les gars, il faut bien réaliser une chose, c'est sa première CAN. Sa toute première. Oui, il a l'expérience de la Premier League. Oui, il a joué des gros matchs contre City, Liverpool, Arsenal. Mais la CAN, c'est autre chose. Le rythme, la pression, l'environnement, ça ne se compare pas. Et pourtant, il a répondu présent, pleinement. Dans le jeu, dans l'attitude, dans les prises d'initiative, c'est lui qui crée le plus de danger, c'est lui qui provoque, c'est lui qui déséquilibre. Même au-delà de son but, il porte offensivement cette équipe ivoirienne. On sent qu'il est déjà dans sa compétition. Et c'est là que le contraste est frappant. Parce que dans le même temps, certains cadres ivoiriens n'ont pas répondu comme on pouvait l'espérer. Et je pense notamment à Franck Kessié. Je le dis sans manque de respect, mais sur ce match-là, il doit faire mieux. Quand tu as son vécu, son expérience, son statut, tu dois peser davantage dans ce genre de confrontation. Trop de situations mal exploitées, trop de manque de précision dans des zones clés. Par moments, on avait presque l'impression que c'était lui qui découvrait la CAN, là où Amad Diallo semblait déjà parfaitement à l'aise. Même chose pour d'autres joueurs d'expérience, on les attend plus dans ce type de match. À l'inverse, chez les plus jeunes, on a senti une forme d'insouciance positive, une liberté dans le jeu. Et du côté camerounais, s'il y a un joueur qui incarne parfaitement cette dynamique, c'est Dani Namasso. Pour moi, c'est le meilleur Camerounais sur ce match. Et même au-delà, depuis le début du tournoi. Entre les lignes, dos au jeu, dans la provocation, dans la capacité à créer des fautes, à faire respirer son équipe, c'est lui la touche technique de ce Cameroun. Autour de lui, il y a des profils puissants, physiques, très engagés. Lui, il apporte autre chose, de la finesse, de la lecture, de la continuité. Et puis, il y a ce moment qui aurait pu faire basculer le match. La barre transversale de Carlos Baleba Kofané, 19 ans, première titularisation, première CAN, et il est à 2 doigts d'ouvrir le score dans un match à enjeu énorme face au champion en titre. Ça, ce n'est pas anodin. Ça raconte quelque chose sur le potentiel de ce groupe camerounais, sur cette capacité à lancer des jeunes, à les mettre dans le bain, même dans un contexte aussi lourd. Et pourtant, paradoxalement, tout ça se fait dans une équipe qui manque de structure en dehors du terrain, une équipe qui vit des turbulences, des choix contestés, une organisation souvent critiquée, mais sur le terrain, elle reste organisée, solide, fidèle à son ADN. C'est un peu comme une maison dont les murs extérieurs sont fissurés, mais dont les fondations tiennent encore debout. Dans la suite, on va justement décortiquer cette opposition de style. Pourquoi la Côte d'Ivoire a proposé plus de jeux? Pourquoi le Cameroun a accepté de subir? Et surtout, pourquoi ce match nul arrange finalement tout le monde?
sans pour autant tout dire sur la suite de la compétition. Alors, passons maintenant au cœur du match, à ce qui s'est réellement joué tactiquement dans l'opposition des idées, dans la lecture du jeu. Parce que ce nul, ce n'est pas juste une histoire d'efficacité ou de fait de jeu. C'est avant tout une opposition de style très claire. D'un côté, la Côte d'Ivoire a assumé le ballon, assumer l'initiative, assumer la responsabilité du jeu. Dès les premières minutes, on a vu une équipe qui voulait installer son tempo, multiplier les séquences de passes, faire courir l'adversaire. C'était propre, fluide, par moments même très agréable à regarder. La qualité technique était là, les enchaînements aussi, les latéraux prenaient de la hauteur, les milieux proposaient des solutions, ça combinait bien dans les demi-espaces. On sentait une vraie volonté de maîtriser le match par le jeu. En face, le Cameroun, lui, a fait un choix beaucoup plus pragmatique, bloc plus bas, ligne resserrée, priorité donnée à la protection de l'axe, et dès la perte de balle, un repli très rapide, presque instinctif. C'est une équipe qui accepte de ne pas avoir le ballon, mais attention, accepter de subir ne veut pas dire subir n'importe comment. Le Cameroun a été discipliné, très discipliné. Les distances entre les lignes étaient courtes, les centraux rarement exposés et surtout, dès qu'il y avait récupération, on cherchait immédiatement à verticaliser, à jouer vite, à exploiter la moindre désorganisation ivoirienne. C'est là que le match devient intéressant à lire. Parce que la Côte d'Ivoire avait le contrôle, mais pas toujours la profondeur. Et le Cameroun n'avait pas le ballon, mais avait souvent les situations les plus dangereuses en transition. C'est un peu comme une équipe qui domine territorialement sans réussir à vraiment percer le coffre-fort. Et face à elle, une équipe qui attend la moindre erreur pour dégainer. Et cette opposition, elle a été accentuée par les conditions. La pelouse était excellente. Vraiment. Peut être l'une des meilleures depuis le début du tournoi. Pas de pluie, pas de faux rebonds, pas d'excuses techniques. Et ça, forcément, ça a avantagé le jeu ivoirien. On l'a senti. Les sorties de balles étaient plus propres, les contrôles orientés plus justes, les combinaisons plus rapides. Mais malgré tout ça, le Cameroun n'a jamais paniqué. Même mené au score, il n'y a pas eu de désorganisation totale. Pas de panique collective. Pas de ligne qui explose. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est là qu'on arrive à une idée importante. Ce Cameroun peut être désorganisé en dehors du terrain. Mais sur le terrain, il sait encore très bien ce qu'il fait. Maintenant, parlons d'une erreur fréquente dans la lecture de ce match. Beaucoup vont dire la Côte d'Ivoire a dominé, donc elle méritait mieux. C'est une lecture simplifiée. Oui, elle a dominé la possession. Oui, elle a proposé plus de jeu. Mais dominer, c'est pas seulement avoir le ballon, c'est aussi savoir quoi en faire dans les zones décisives. Et sur ce point-là, il a manqué quelque chose. Deuxième erreur fréquente, sous-estimer le danger camerounais. Parce que quand tu regardes froidement les situations, le Cameroun se crée des occasions franches, très franches. La barre transversale, les transitions mal négociées par la Côte d'Ivoire, ça aurait pu basculer de l'autre côté. Troisième confusion, penser que ce match nul est un non-événement. En réalité, il dit beaucoup. Il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement clinique. Et il dit surtout que le Cameroun, dans ce format de compétition, peut devenir un cauchemar à jouer. Sur la fin du match, d'ailleurs, le scénario est révélateur. On sent que les deux équipes comprennent la situation. Un point qui qualifie, un point qui sécurise, un point qui évite de tout risquer inutilement. Le rythme baisse, les prises de risque aussi. Ce n'est pas un renoncement, c'est une lecture intelligente du contexte. Et encore une fois, ça colle parfaitement à cette idée de belle famille. Chacun repart avec quelque chose. Personne ne sort frustré au point de tout casser. Dans la suite, maintenant, on va se projeter. Comment lire les prochains matchs? Pourquoi ce Cameroun peut poser énormément de problèmes à d'autres grosses équipes? Et quels signaux il faudra observer dès les premières minutes pour savoir si la Côte d'Ivoire est vraiment lancée dans sa canne ou si elle reste encore en rodage? Dans la suite, on va entrer dans la projection et la lecture fine de ce qui arrive maintenant. On va se projeter parce que ce match-là, il ne vit pas tout seul. Il annonce quelque chose pour la suite de la compétition et il donne surtout des clés très précises pour comprendre ce qui peut arriver ensuite. D'abord, si tu veux lire correctement les prochains matchs du Cameroun, il y a un protocole simple à avoir en tête. Dès les 10 premières minutes, il faut observer une chose, leur capacité à rester compacte sans subir de vagues incessantes. Si tu vois le bloc bien en place, les lignes serrées, peu d'espace entre les milieux et la défense, alors c'est généralement bon signe pour eux. Ça veut dire qu'ils sont mentalement dedans. Autre signal fort, les transitions. Si Namasso touche beaucoup de ballons entre les lignes, si les sorties de balles sont propres, même sans possession, alors le Cameroun devient dangereux, très dangereux.
parce qu'ils n'ont pas besoin de 10 occasions pour exister. 2 ou 3 situations bien négociées peuvent suffire à faire basculer un match. À l'inverse, si tu vois des relances précipitées, des pertes de balles dans leur camp, des distances qui s'allongent, là, ils peuvent souffrir. C'est souvent là que leurs limites structurelles réapparaissent. Et justement, le prochain match contre Mozambique est un vrai test, un test piégeux. Parce que le Mozambique a montré qu'il savait jouer sans complexe, qu'il pouvait être agressif, qu'il pouvait mettre de l'intensité. Ce ne sera pas un match simple. Le Cameroun devra proposer un minimum de jeu, pas seulement résister. Côté Côte d'Ivoire, la lecture est différente. Il faudra surveiller l'efficacité, pas la possession, pas le volume de jeu. L'efficacité. Si, dès le début du match contre le Gabon, les occasions sont concrétisées, si les situations franches sont mieux négociées, alors là, oui, la Côte d'Ivoire peut vraiment lancer sa canne. Parce que le fond de jeu, il est là, les circuits sont là, les qualités techniques aussi. Mais si on retrouve cette difficulté à tuer les matchs, cette domination parfois stérile, alors ça peut devenir problématique face à des blocs encore plus bas, encore plus disciplinés. Un autre signal important, le rôle des cadres. Les caissiers, Sangaré, Fofana, on doit les sentir plus influents. Pas forcément au niveau des statistiques, mais dans le contrôle émotionnel du match, dans la justesse des choix, dans la capacité à calmer ou accélérer le tempo. Et puis, il y a ces jeunes, Amad Diallo d'un côté, d'autres profils émergents de l'autre. Leur fraîcheur peut être une arme énorme dans une compétition aussi longue. Mais attention, la CAN, c'est aussi une question de gestion. Gestion des temps faibles, gestion de la pression, gestion de l'attente. Petite FAQ rapide, parce que ce sont des questions qui reviennent tout le temps. Pourquoi le Cameroun est toujours aussi difficile à battre en CAN? Parce qu'ils savent souffrir. Parce qu'ils acceptent de ne pas être beaux et parce qu'ils ont cette culture du combat dans les matchs à enjeu. Pourquoi la Côte d'Ivoire paraît parfois moins tranchante que prévu? Parce que avoir le ballon ne suffit pas. Il faut aussi déséquilibrer dans les bons espaces au bon moment et ça demande des automatismes encore en construction. Est-ce que ce match nul est un bon résultat pour les deux? Oui. Contextuellement, oui. Mais attention, un bon résultat aujourd'hui ne garantit rien demain. Si tu veux suivre la suite de cette CAN comme un vrai supporter averti, voilà le plan simple. Regarde les 10 premières minutes, pas seulement le score. Observe le positionnement des blocs. Regarde qui prend les responsabilités dans les moments chauds. Et surtout, méfie-toi des conclusions hâtives. Parce que le football africain et la CAN en particulier ne pardonnent jamais les certitudes absolues. Dernière chose, et c'est important, pas de haine, pas de mépris, pas de caricature. Ce match a montré qu'une rivalité peut être intense, passionnée, mais respectueuse. C'est ça aussi le football et c'est ça qu'on doit défendre. Les frérots, si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et surtout à me dire en commentaire quel joueur vous a le plus impressionné sur ce match et qui vous voyez vraiment monter en puissance sur la suite de la CAN. On se retrouve très vite. Et demain, comme promis, le vlog. Alors, juste avant de se quitter complètement, je veux ajouter une dernière lecture plus froide, plus lucide, parce que c'est souvent là que le public se trompe. Ce match nul, beaucoup vont le ranger dans la catégorie des matchs sans enseignement. Et c'est une erreur. Au contraire, c'est typiquement le genre de match qui révèle le caractère réel d'une équipe dans une CAN. Le Cameroun a envoyé un message très clair au reste du tournoi. On peut ne pas être dominant, mais on ne sera jamais un adversaire confortable. Et dans une compétition à élimination directe, c'est souvent ce profil-là qui va loin. Pas celui qui brille, mais celui qui dérange. La Côte d'Ivoire, elle, a envoyé un autre message. Le projet de jeu est là, la maîtrise aussi, mais le tournoi ne pardonnera pas si l'efficacité ne suit pas. C'est une équipe qui peut monter très haut, comme elle peut se compliquer la vie toute seule si elle laisse ses adversaires respirer. Et c'est ça la vraie beauté de cette CAN qui commence. Personne n'est totalement prêt. Personne n'est totalement en danger. Tout est encore ouvert. Ce match-là, c'était une photo instantanée. Pas un verdict. Un rappel que dans le football africain, l'expérience, la gestion émotionnelle, la capacité à survivre compte parfois autant que le talent pur. Donc, gardez ça en tête pour la suite. Ne suranalysez pas un score. Ne sacralisez pas une domination. Et surtout, ne sous-estimez jamais une équipe qui sait encaisser sans rompre. On en reparlera très vite. Parce que cette CAN, elle ne fait que commencer.